le deuxième épisode, Alexis Bessin revenait sur son artisanat de l'écriture ainsi que sur son rapport au splendide. Enfant malade à l'appétit gargantuesque pour la vie, Alexis est un enfant de la télé qui s'est nourri de nombreux films, de musique et de littérature. Le scénariste et réalisateur mayennais revient dans un troisième et dernier épisode sur sa géopolitique intérieure où nous explorerons les fleurs du mal culturel qui lui ont labouré l'estomac et fait pleuvoir quelques larmes sur son champ intérieur. Les Strokes, c'est à la fois mon remède, enfin, c'est ce qui me plonge dans le spleen et ce qui m'en sort. Alors, parce que les Strokes, si tu veux, c'est un groupe qui est très 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 renommé. Ils ont eu un. C'est un Emmy ou un Grammy, je sais plus. Bon, ils ont eu un prix récemment pour leur 5 6e album. Je trouve que c'est Grammy. Grammy. Si tu veux, les Strokes, donc c'est un. Donc oui, tout à fait. C'est important de dire que c'est un groupe new-yorkais. C'est un groupe qui a fait que le rock est revenu dans les années 2000. Donc leur premier album en 2001 a fait que le rock est revenu. Bon, depuis, il a disparu. Mais le rock était mort dans les années 80 et il est revenu avec les Strokes dans les années 2000. Moi, le Room on Fire, leur deuxième album, c'est le premier CD que j'ai eu, en fait, que mon frère m'avait offert. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est une musique qui parle vachement de l'innocence et pas la fin de l'innocence, mais de comment essayer de protéger son innocence, en fait. C'est une musique qui est rock, mais qui est une rock un peu de, un peu, c'est pas hard rock non plus, quoi. C'est une rock new-yorkaise qui est fait par des fils d'eux, tu vois, ils sont tous bien nés, bref. Et, euh, et si tu veux, dans cette musique-là, elle est assez à la fois naïve, innocente, et en même temps, il y a un truc un peu de gosse arrogant, de te dire, bon, je suis un gosse, mais je vous emmerde un peu, quoi. Mais en même temps, c'est pas non plus punk, tu vois, il y a un truc un peu le gosse narquois qui fait des blagues, un peu le gosse intelligent, quoi. Ok. Et moi, ça m'a vachement suivi. Parce que du coup, en fait, c'était mon premier CD. Après, bon, là, ça reste encore le groupe que j'écoute le plus parce que c'est assez rêveur, c'est assez. Et puis, en même temps, je sens que l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est de protéger le gamin qui est en soi, quoi. Et c'est vachement. Là-dessus, c'est vachement inspirant, quoi. Et comme c'est lié à mon enfance, à la fois, c'est nostalgique, Mhm. si tu veux. Donc, c'est à la fois douloureux. Et à la fois, il y a un truc de. Ça te redresse un peu, de te dire, bon, il y a une dérision, il y a une ironie sur la vie qui fait que bon, après tu es un peu plus léger, quoi. Donc c'est pour ça que à la fois ça me plonge dans une nostalgie, mais c'est une nostalgie qui est pas mélancolique et qui redonne un peu de force pour affronter la vie d'adulte, en fait. Ok. Et tu citais aussi Supertramp. Ouais, alors ça c'est plus une vanne. C'est plus une Plus vanne. une vanne. Ok, pourquoi? C'est plus une vanne parce que en fait j'ai découvert ça récemment et en fait c'est un groupe qui est hyper bien à chanter très fort. Ouais. Qui est hyper bien à chanter très fort et à crier. Give a little bit, give a little bit of your love to me. Il y a un truc qui est jouissif, qui est libératoire, parce qu'en fait, c'est pas bien compliqué, hein. C'est de la musique qui est assez simple. Et en même temps, ça décolle des trucs du cerveau, quoi. Ça décolle les nerfs, en fait. Ça décolle tout ce que tu as gardé pour toi, parce que c'est cathartique, quoi. Franchement, c'est à la fois un truc que tu peux mettre dans un bal, enfin, que tu peux mettre dans une salle des fêtes, et à la fois, si t'es tout seul, c'est pas grave, quoi. Ouais, ça touche vraiment à tout moment, quoi. Ouais. Et ta troisième référence, qui est plus surprenante, moi j'ai du mal personnellement à me sortir du spleen grâce à elle, c'est la BO des Batman par Hans Zimmer. Là, il va falloir Ouais. que tu m'expliques pourquoi et comment. Malgré que l'ambiance est incroyable, surtout dans une salle de cinéma où ça donne. Hmm. Alors, euh, alors, cette histoire de Batman, bon, je vais revenir sur le truc plus personnel, quoi. En gros, euh, donc pour revenir à moi, à mon histoire, euh,
Batman, si tu veux. Bon, déjà, de par mon enfance d'enfant malade, justement, les super-héros, ça m'a toujours vachement attiré. Et, euh, et Batman encore plus, parce qu'il y a ce côté-là, comme je te disais tout à l'heure, du mec qui retient ses émotions négatives pour en faire un truc positif. Et donc voilà, moi, cette maladie-là était derrière moi, j'avais plus de soucis, et il s'est trouvé, bon, un petit accident de la vie. J'ai eu un accident de car, où j'ai failli mourir. Donc j'ai été à l'hôpital pendant un moment, et il y a eu, j'avais acheté la télé. D'ailleurs, c'est horriblement cher la télé dans l'hôpital public. Mais ça, faut le savoir. Faut le savoir. Et j'avais pris le service de la télé. Et c'est vrai que c'était pas pour moi un moment super parce que moi je pensais que, moi je m'étais dit un peu promis de jamais retourner à l'hôpital quoi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, bah, ça avait réveillé en moi des trucs pas cool quoi. Et il est repassé, je l'avais déjà vu le film, le Dark Knight Rises, donc le troisième, qui est Ok. pas du tout le plus aimé des Batman, hein. Vraiment pas, il a une très mauvaise réputation. Moi j'ai toujours adoré ce film-là. C'est ton préféré des trois? Ouais, Ok. c'est terrible, hein. Je sais pas forcément du bon goût, mais. Et, euh, j'essaie de comprendre à ce moment-là pourquoi ça me fait un terrible effet. Pourquoi. Bon, évidemment, ça tient à ma situation, parce que c'est le truc de. T'es tombé dans un puits, il faut y remonter. T'es au fond du gouffre, faut remonter. Puis peut-être l'attirance aussi pour Batman, parce que c'est quand même le seul super-héros qui n'a pas de super-pouvoir. Voilà, bon, ça c'est évidemment c'est le truc de Batman. Et la musique de Hans Zimmer. Alors, à première vue, on se dit c'est fait vraiment par un Brutus qui tape sur les tambours. Et en plus, toutes les musiques se ressemblent, c'est vraiment de la musique d'ordinateur. Et, euh, et il se trouve, alors je ne sais pas si c'est lié à cet événement-là ou pas, mais moi j'écoute ça. Pour le coup, je suis désolé de dire, mais c'est vraiment ma musique épiphanique, je me sors de moi-même. En fait, c'est la seule musique qui me fait cet effet-là de je peux tout affronter, quoi. Vraiment. Ok. En fait, on me fout ça dans les oreilles. Il y a un truc qui me donne du courage. Je sais que c'est sans doute l'effet voulu au départ parce que c'est de la musique épique. Mais en même temps, en analysant plus précisément, parce que là j'ai commencé à travailler avec un compositeur qui est un ami à moi, et c'est vrai que en fait, elle paie pas de mine cette musique, c'est-à-dire qu'elle est très très. Enfin, là j'englobe toutes les musiques en fait de la trilogie. Elle est très minimaliste dans le genre, en fait, elle est pas si orchestrale que ça. Dark Knight Rises, c'est beaucoup de tambours, beaucoup de répétitions. Et en même temps, parce que, à cause du film et de ce que ça raconte, et bah dans ces crescendo, il y a un truc qui m'appelle à l'action, quoi. Je sais pas si je sais pas si ça tient à la musique en soi ou au cocktail avec le film, mais vraiment non, j'ai beau reconnaître que ça affole sans doute le mal en moi. Vraiment, c'est sans doute la musique la plus barbare du monde, mais moi ça marche sur moi, quoi. Ok, tu deviens toi-même un super-héros Ah, ce moment-là, quoi. bon, évidemment, là je me suis rendu compte que quand même, j'étais peut-être pas tant super-héros que ça, mais quand même, non, si, en vrai, oui, je pense que il faut reconnaître à cette partie-là de l'histoire des films de super-héros d'avoir quand même traité son sujet. Je pense que cette trilogie-là a quand même traité le sujet de. S'il y a un sujet du super-héros, en tout cas, je pense que pour moi, il a vraiment été traité là. Je pense qu'il s'est passé quelque chose avec la trilogie de Nolan aussi. Voilà, donc de toute façon, et on n'invente rien ici. Donc on n'encourage personne à se défenestrer avec la BO de Hans Zimmer dans les Non, oreilles. non, Normalement, ça ne vaudra pas. non, normalement ça marche pas, mais tentez quand même. Enfin, je veux dire, tentez, assurez-vous qu'il y a un truc, il y a un matelas en dessous, mais Si quelqu'un teste et que ça fonctionne, qu'il n'hésite pas à nous contacter. le spleen n'est pas assureur. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser à parler justement de cinéma, parce que tu es comme réalisateur et scénariste de cinéma. Ouais. Donc là, tu as convoqué plusieurs œuvres, soit pour plonger dans le vague à l'âme, soit pour, on va dire, rayonner autant que le sourire de Didier Deschamps. Alors, Deschamps, pré-Coupe du Monde, c'est pas souhaitable. Post-Coupe du Monde, oui. Post-Coupe du Monde, il y a de quoi faire. On commence avec laquelle? Avec Will Hunting de Gus Van Sant. Moi, il faut savoir que Jerry C'est ton film préféré. et Paranoid Park sont quasiment mes deux films préférés. Donc
Donc je pense qu'elle va pouvoir... Ouais, bah c'est très intéressant que tu commences par digérer Paranoid Park parce que finalement, c'est les films de Gus Van Sant. C'est plus, je veux dire, c'est les films les plus autoristes de Gus Van Sant, dans le sens où Will Hunting serait à l'inverse. Son film le plus hollywoodien, dans les codes hollywoodiens, qui n'est pas écrit par lui, enfin il est co-écrit par lui, mais il y a une grosse patte en fait des acteurs, de Matt Damon Ben Affleck. et de Ben Affleck. Donc c'est intéressant cette histoire-là. Bon déjà en termes de production, de comment est fait le film, je trouve ça très intéressant. De comment, dans une histoire très classique, tu développes un discours qui est propre à toi, parce que c'est quand même du Gus Van Sant. Mais bon, si tu regardes le film, je te dis, c'est quand même un film indépendant américain classique. Comment il a fait ça? Comment il a mis ses thématiques à lui, à savoir, justement, on parlait des Strokes, mais la fin de l'innocence. euh, Comment il a mis cette thématique-là qui lui est vraiment très chère, enfin qui développe d'une façon qui est vraiment particulière dans un film aussi classique au niveau de la dramaturgie. Bon, si on prend l'histoire de Will Hunting, c'est un... Bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais c'est un surdoué des maths qui, au départ, vient de la banlieue de Boston et qui a un travail d'homme de ménage, quoi. En fait, il nettoie les couloirs d'une prestigieuse université et il se retrouve à résoudre une équation très compliquée sur un tableau. Et le professeur qui voit ça le prend sous son aile parce qu'il a vu que Matt Damon était un génie. Et donc ce professeur-là le prend sous son aile, sauf qu'il y a un hic, c'est que c'est un bandit. C'est un brigand. Il fait des conneries, quoi. C'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est vraiment un rebelle dans le sens le plus premier du terme. Il fait des conneries. Il traîne avec sa bande de potes d'origine irlandaise. Voilà, ils font des conneries. Et finalement, il va refuser le destin. Faire ces conneries-là est une façon de refuser le destin qui s'offre à lui de génie. C'est-à-dire, en fait, il est né dans un milieu modeste et il ne veut surtout pas qu'on lui force ce destin de surclassement et de déplacement de sa classe au départ. Mais il y a un hic, et c'est là que l'intelligence du film se joue dans sa dramaturgie, c'est-à-dire qu'en fait, comme il a fait des conneries, il doit passer par la case prison, sauf que il y a comme en France d'ailleurs, il y a ça aux États-Unis, il peut être en liberté conditionnelle s'il passe par des séances de psychanalyse. Tu vois, il faut qu'on constitue un dossier pour lui, pour qu'il soit autorisé à pas aller en prison. Donc il doit passer par un psy. Sauf qu'il est plus fort que les psys, ce mec-là. Il est plus fort que tous les psys qu'il va voir parce que, en fait, pour reprendre un anglicisme que j'aime beaucoup, il est mindfuck. C'est-à-dire, en fait, il prend leur esprit et c'est lui qui les psychanalyse. Jusqu'à Robin Williams, qui est un ami du prof génial de fac. Et ils ont deux trajectoires opposées, ces deux personnages-là, qui étaient amis. Il y en a un qui est devenu médaille Fields en maths, donc qui est une médaille très réputée. Et l'autre qui est devenu un petit psy, avec un tout petit cabinet où c'est le bordel. Il a raté sa vie professionnelle un peu par rapport à son potentiel, parce qu'il était reconnu comme être un génie de la matière, etc. Et donc l'affrontement entre ces deux hommes-là va se jouer dans le destin du génie qu'ils ont sous leurs ailes, en fait, parce que le psy va d'abord l'écouter et voir que en fait, le destin tout tracé de génie qui est pour lui, bah, c'est peut-être pas forcément ce qu'il lui faut. Et l'autre a aussi des bonnes raisons de penser qu'il va le sauver en lui faisant accéder à des hauts postes en mathématiques, à son statut de génie mathématique. Il pense qu'il va le sauver vraiment en le sauvant de sa classe. Donc les deux hommes se battent un peu là-dessus, et ça parle encore une fois, c'est vraiment la thématique aujourd'hui, du déterminisme social, c'est-à-dire à quel point ce personnage-là de génie, il est ballotté entre y sortir, mais en même temps, les gens qui y sont, les génies des maths qui sont autour de lui, c'est pas vraiment sa came, c'est-à-dire qu'en fait, ça le fait chier, il s'ennuie. Oui, il est bien avec ses potes de quartier. Il est bien avec ses potes de quartier, quoi. Et ça, bon. Et voilà, tu vois, par rapport à l'humour dont on parlait aussi, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait que l'humour est pas du tout considéré de la même façon selon la classe sociale. Eh bah ouais, mais il est avec ses potes, il déconne à fond. Il est avec les mecs en maths, le rapport à l'humour est pas du tout la même chose, quoi. Et la voie médiane qu'il trouve, c'est ce psy-là, qui est un espèce de psy qui vient, comme par hasard, du même endroit que lui, qui a réussi et pas réussi, en fait, quoi. Et qui a perdu sa femme. Et voilà, c'est d'une simplicité vraiment dingue, parce qu'en fait, c'est quoi le truc? C'est qu'ils ont tous les deux un problème psychanalytique ultra classique, c'est-à-dire il y en a un, le génie, ils se sont abandonnés parce qu'il est orphelin, et l'autre, le psy, a aussi quelque chose à régler parce qu'il est veuf. Et en gros, le génie pousse le psy pour qu'il retrouve une vie, une femme, et le psy pousse le génie pour plus qu'il se sente abandonné et qu'il n'ait pas, à chaque fois
qui se lie d'amitié ou d'amour avec quelqu'un, qu'il n'ait pas à anticiper ce lien-là et cette peur de l'abandon en s'éloignant. C'est-à-dire en fait, le problème du personnage de Matt Damon, c'est ça, c'est que comme il a été abandonné, ils se sont toujours obligés de fuir pour pas avoir de relation et risquer de perdre les gens qu'il aime, quoi. Donc c'est très classique, c'est vraiment le cinéma psychanalytique dans ce qu'il a de plus freudien, quoi, j'ai presque envie de te dire. Et en même temps, bah bon Dieu, ça marche c'est difficile de pas chialer quand même, hein, parce que c'est le dispositif de Van Zandt, qui est pourtant un cinéaste assez formaliste, il est tellement simple, il n'y a pas un plan, pour le coup, c'est l'inverse d'Elephant, il n'y a pas un plan steadicam, tu vois. Mais comme on est au plus près des personnages et de ce qu'ils vivent et qu'on les comprend, tout simplement, en fait, on nous a fait accéder à leur état de conscience, bah ça marche, enfin, sur moi ça marche vachement bien. Et c'est aussi une leçon de modestie, quoi, de comment tu racontes une histoire, en fait. Très clairement, ouais. Et je trouve qu'on retrouve la patte justement de Gus Van Sant aussi, tu vois. Des fois, c'est des petits chants contre chants, et tu vois sa caméra qui passe Oui, tranquillement ouais, dans la c'est vrai. tête du personnage. Enfin, il a mis quelque chose. C'est pas non plus le film classique dans son plus grand classicisme, quoi. Non, c'est vrai. Il y a du cinoche et C'est vrai. il y a des scènes quand même ultra cultes, j'ai envie de dire. La scène du bar où il rembarre un petit mec prétentieux qui recrache sa science. Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. Ce qu'il y a de triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a deux certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, tu as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. Moi, mon sport préféré, c'est quand même. C'est pas très safe ce que je vais dire, c'est pas très bien pensant, mais j'aime bien ridiculiser des mecs d'école de commerce, je sais pas pourquoi. Bon, écoute, c'est mon. Oui. Chacun son sport, quoi. Exactement. Bon, Je lisais aussi un peu en toile de fond, hein. et bon, bah voilà, c'est ça, tu vois, un truc comme ça me parle vachement parce que bon, je le fais moins parce que finalement, je me suis aperçu que c'était assez facile, mais c'est quand même génial, ces espèces de mecs-là, de Matt Damon, qui a un espèce de génie arrogant, quoi, qui lit. En fait, en plus, je vais dire un truc, c'est pas. Aujourd'hui, ça serait pas totalement bien perçu parce que son génie, il vient quand même des livres. En fait, on te dit que c'est un génie, mais le film ne fait jamais mystère qu'il lit des livres, par exemple. Mm. Aujourd'hui, je suis sûr que tu fais faire ça. Tu fais faire un film sur un génie, ils vont te dire c'est des nouveaux génies, là. Une nouvelle sorte d'autisme, là, je sais plus quoi. Au potentiel, là. Enfin, ils vont te dire. Asperger. Ouais, en fait, je suis sûr que le génie serait traité d'une façon, pour le coup, innée. Là, le fait que ça soit traité et qu'on te dise, ok, le génie, c'est quand même un mec qui lit des livres. Attention, c'est pas le mec qui n'arrive pas là. S'il est capable de ridiculiser des gens, c'est parce qu'il lit des livres. Eh ben, bon Dieu, là, ça me parle, quoi. Je veux dire, là, au moins, je peux me dire, bah, si moi, je veux draguer des nanas dans un bar en me la pétant, en ridiculisant des mecs d'école de commerce, il faut que j'ai lu le livre qu'il a pas lu, tu vois. Là, ok, pas de souci. Le film, je le comprends. Deuxième film, celui-là date de 78. Donc Ouais. pour Will Hunting, il a été nominé 9 fois aux Oscars en 98, donc 20 ans plus tard. 20 ans auparavant sort Voyage au bout de l'enfer. T'as des nouvelles de Nick? Il a été porté absent sans permission, c'est tout ce que je sais. Bon, maintenant, comment tu veux m'appeler? Il va revenir. Linda. Linda. Linda, je voulais juste te dire que ça me faisait de la peine pour Nick. Un peu de champagne? Non. Un homme qui dit non au champagne dit aussi non à la vie. On se consolerait comme ça, non? Le film raconte l'amitié de trois Américains, ouvriers, ça fait le lien aussi avec ce qu'on a pu dire par le passé, partis comme soldats combattre au Vietnam et qui, pour certains, en resteront marqués par des séquelles physiques ou psychologiques. Donc Voyage au bout de l'enfer, c'est vraiment l'un des premiers films américains qui traite de la guerre du Vietnam, non pas pour sa violence des combats, d'ailleurs on en voit très peu, mais davantage pour son traumatisme et les impacts psychologiques qu'elle a engendrés. De Niro joue là-dedans, enfin, moi c'était vraiment une déflagration ce film-là, quoi. Bah écoute, je pense que tu as tout dit. Je pense que c'est un film qui ne peut que provoquer beaucoup d'émotions chez les spectateurs parce que c'est justement pas un film seulement sur la guerre, c'est un film sur les réactions d'une communauté d'amis suite à des traumatismes, en fait, suite au deuil, tout simplement. Et c'est un film qui utilise le langage du cinéma pour parler de la reconstruction de ces personnes-là suite à des deuils.
tout simplement. C'est des histoires de reconstruction. Ok, la structure c'est avant, pendant, après la guerre, mais on nous montre le départ avant la guerre pour mieux montrer comment la communauté était construite et pour montrer ensuite comment elle sera reconstruite. On a besoin de voir comment elle était avant la guerre pour voir l'effet de la guerre. Mais on est vraiment là-dessus. Bon, c'est de toute façon un film somme qui a été déjà très discuté, mais je crois là encore que s'il a un tel effet sur nous, c'est qu'il est d'une terrible simplicité, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, je tiens à quelqu'un, ce quelqu'un m'est enlevé, qu'est-ce que ça me fait, comment survivre à ça, c'est un peu, pour prendre le programme du film, c'est vraiment comment survivre à la mort des autres, quoi. Et donc, qu'est-ce que peut le cinéma là-dedans, comment tu montres ça par le cinéma, comment tu montres le deuil par le cinéma. Le film est hyper puissant là-dessus parce qu'il joue vachement de symbolique, déjà. Bon, il y a l'histoire très très connue de la goutte de vin sur la robe de la mariée au départ qui annonce la suite des drames qui va arriver. Sur cette histoire du deuil, il y a aussi et surtout quelque chose que j'utilise souvent en exemple, qui est l'histoire de la partie de chasse de De Niro et ses potes qui vont à la chasse avant la guerre, où ils tuent le cerf, et après la guerre, ils ne tuent plus le cerf parce qu'ils savent, entre guillemets, le prix de la vie. Et qu'est-ce que fait De Cimino? C'est juste tout simplement qu'il ne tire pas. Qu'est-ce qu'aurait fait un autre cinéaste? Il aurait sans doute développé un discours du personnage, un dialogue du personnage pour dire voilà, je suis traumatisé, etc. Là, c'est vraiment comment tu convoques par le cinéma, par des actions, le traumatisme du personnage. Et oui, c'est comme tu l'as dit aussi, c'est vraiment sur ce que l'amitié a de plus belle, c'est-à-dire comment tu te raccroches aux autres, parler de comment survivre, comment tu te raccroches aux autres pour survivre, comment tu continues malgré tout, comment il y a des gens qui t'accompagnent dans la vie, comment voilà, tu es obligé de t'en séparer, comment du coup tu dois compter sur d'autres personnes. Je pense que c'est aussi des films qu'on voit plus trop, non pas par rapport à la guerre encore une fois, mais sur des communautés. C'est vraiment, on dit que la société par exemple française est sclérosée par des communautarismes. J'attends de voir en tout cas des films qui rentrent vraiment dans les communautés, parce que moi j'en vois pas. Je vois pas des films qui donneraient avec autant d'organicité la vie d'une communauté. Alors que c'est vraiment quelque chose de très 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 beau, puisque en analysant comment est structurée cette communauté, donc par rapport au rituel du mariage, finalement c'est un film qui dure quasiment 4 heures, mais il y a par exemple très peu de décors. Tu vois, il y a le mariage qui fait 40 minutes, il y a la guerre qui fait 40 minutes, mais la guerre elle est résumée dans la situation de la roulette russe au-dessus du lac, là. Et après, la communauté, elle est montrée quoi? Il y a un supermarché, il y a la maison de Niro, il y a la maison de Meryl Streep, il y a la partie de chasse. Il y a pas... En fait, c'est comment des lieux structurent une communauté, comment des émotions structurent une communauté, et comment, à partir de ça, tu peux juste dire, bon, ces gens-là, c'est comme ça qu'ils vivaient, quoi. C'est très sociologique, c'est du social. On dit souvent, ouais, le cinéma hollywoodien, c'est l'aventure, etc. Non. Enfin, en tout cas, le nouvel Hollywood était précisément très, très social. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de films français qui vont s'atteler à décrire avec autant de précision des communautés. Et l'avantage que ça a, c'est que vraiment, tu es sur des petites choses. Ok, c'est un film de guerre, mais tu es sur des petites choses. Tu es sur des gestes, tu es sur des... Il n'y a pas de grandiloquence, il n'y a Ouais. pas de grandes scènes d'explosion. Oui, oui. Non, puis bon, nous on vient aussi d'endroits où on vient aussi dans des endroits où les communautés sont encore assez importantes, je veux dire, dans les communautés rurales où les gens se connaissent. Bien sûr, ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui fait que moi ça m'a vachement intéressé, quoi. C'est-à-dire, moi je me souviens quand j'étais gosse, les réactions c'est tout bête, hein, mais les réactions d'un village par rapport à un décès de ses citoyens, c'est là que tu te rends compte que chaque personne, ça a tendance à se perdre, mais moi je me souviens quand j'étais gosse, chaque personne avait une fonction dans une communauté. Mais vraiment, si le plombier mourait, évidemment ça c'est évident que le plombier est mort et on aura plein de trucs à raconter sur lui et le curé pourra raconter des anecdotes et son enterrement, etc. Mais même des gens, même le petit papy qu'on ne voyait que en ouvrant sa fenêtre, il a quand même une fonction, tu vois. Il y a quand même ce truc-là de dire, on le croisait tous les jours, il fait partie de la vie quotidienne des gens, donc les gens arrivent à relier leur expérience à l'existence de ce mec-là, et tout de suite ça densifie la relation en fait que tu as aux gens qui partent et tout. Donc c'est aussi pour ça que moi je pense qu'à l'époque ça m'avait vachement marqué, quoi. Mais bon, il y a plein de raisons qui font que ce film, c'est vraiment un film somme, quoi. C'est vraiment un film qui sera difficilement dépassable de toute façon, c'est-à-dire un peu décourageant je pense pour la plupart des...
Enfin, remarque, lui, il a réussi à faire la porte du paradis après. Oui, qui était Voilà. un vrai massacre Oui, mais je veux dire, économique, Oui, mais il a réussi finalement mais à, qui est splendide. voilà, à contenir l'épique dans des petits trucs. Alors Ouais. là, c'est encore pire parce que c'est encore plus somme, quoi. Mais voilà, quoi. Ouais, parce que c'est ça, depuis tout à l'heure, dans les conseils culturels, il y a des... Je dirais que la plupart, en fait, des œuvres, moi, personnellement, me rassurent. C'est-à-dire que, tu vois, à la ligne de Joseph Pontus, putain, ça me donne envie d'écrire. Je me dis que c'est faisable, Ouais. c'est possible. C'est pas des œuvres qui sont écrasantes. Hmm. Et Chimino, c'est autre chose. Et Simino, exactement, c'est clairement autre chose. C'est Ouais. très simple, Ouais. mais je pense que pour arriver à cette simplicité-là, Ouais. c'est un travail de dingue, quoi. Bah, en fait, ce qui pourrait être vachement fausse piste, c'est qu'il y a des moyens, et il y a un sujet qui est énorme. Il y a la guerre, il y a le fait que c'est des films qui sont des vraies fresques, mais qu'en même temps, le parti pris qu'il prend là-dedans, c'est de raconter des gros trucs, donc l'histoire des États-Unis, en fait, il s'attaque au macro par le micro, c'est-à-dire à chaque fois. Mais à chaque fois, tu remarques, il a un propos qui est énorme. Vraiment, à chaque fois, il se pique de dire, moi, je suis capable de dire l'histoire des États-Unis dans la réaction d'une communauté à un deuil. Je suis capable de dire l'histoire du génocide indien et des migrations américaines dans une histoire d'amour entre deux personnes ou dans un trio amoureux. Je suis capable de tout ça en fait, mais ça c'est le grand geste artistique, c'est-à-dire en fait comment tu contiens dans une situation, dans des relations, la plus souvent c'est ça, dans des relations entre des personnages, des choses qui sont plus globales et tu te piques, t'as la folie, t'as la prétention, t'es assez sûr de toi pour te dire, moi je suis capable de raconter un truc très large, mais dans un petit truc. Et c'est ça qui est dur. Et troisième, et je pense qu'on va terminer sur ce rayon-là, Man on the Moon de Miloš Forman. J'ai vraiment aimé votre numéro. Je suis pas un comique, je recherche pas le rire facile. Qu'est-ce qu'il a ce mec? Elle te déteste toute. Ça veut dire qu'on a réussi? T'as 40 millions de spectateurs par semaine. C'est bien ici pour la fête. Certains d'entre nous à Saturday Night Live pensent qu'Andy Kaufman est un comique de génie. Un très grand merci. On dirait que tu ne respectes rien. Mais vous avez tenu des propos assez provoquants. Pardon. Il faut toujours que j'ai un temps d'avance sur eux. Kaufman est si antipathique. C'est la vieille règle du showbiz, tu sais. Est-ce qu'Andy Kaufman est dingue? Non mais je joue au dingue. Et je le referai encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. On parlait d'humour, on parlait de Jim Carrey. Donc là, en fait, c'est un film qui revient sur la vie du comique américain Andy Kaufman, qui est mort en 84. Le film, t'as de nombreuses scènes du film qui justement ont été inspirées de faits réels, tout en étant, comme nous l'annonce Andy Kaufman lui-même au début du film, souvent arrangées pour être plus divertissantes. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment une mise en abîme aussi du cinéma. C'est un type qui nous teste, qui nous trompe, qui nous ment, et qui met en scène aussi des tromperies, et des mises en scène, et des canulars élaborés. Et je trouve que c'est l'essence même du cinéma, quoi. Comment on te fait croire certaines choses, et Andy Kaufman c'est que ça, avec des couches supplémentaires, et on retrouve ces deux faces-là aussi de la même pièce, quoi. Le drame et la comédie, et la comédie est d'autant plus puissante à l'intérieur, quoi. Bah en fait le parti pris de Miloš Forman est assez dingue et c'est pour ça aussi que c'est pas un biopic comme les autres entre guillemets, c'est que il ne profite pas du côté happening de de Andy Kaufman. Il parle plutôt des réactions que ça suscite en fait. Il est plutôt du côté des gens qui subissent ces guignoleries et ces frasques de son entourage en fait assez. Et donc du coup ça garde une certaine mystère par rapport au personnage, et ce qui fait que du coup bah tout le travail de Kaufman, on n'a jamais su vraiment qui c'était. Il y a un truc assez romantique en fait par rapport à Kaufman, de faire de sa vie une œuvre en fait, hein, de se dire je donne pas accès à la vérité sur ma personne, parce que ce qui compte c'est pas mes œuvres mais c'est le rapport que j'entretiens avec vous dans ce mystère là. Et c'était vraiment la solution que Forman a prise pour traiter ça. Je trouve ça, encore une fois, d'une grande simplicité. C'est-à-dire, bah, t'es juste en face de lui avec les gens qui se demandent ce qu'il fait, quoi. C'est juste ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Même quand c'est le moment de son cancer, t'es encore là avec sa femme à te dire, mais c'est pas possible. Tu nous joues un tour. Il a un cancer, il n'a pas de cancer. Il Ouais. est inclassable, ce mec-là. Ouais. Et en même temps, c'est vraiment
c'est très émouvant comme film parce que t'as un truc bon, notamment par rapport à la fin, quand même la vie est une grosse blague quoi. C'est quand même ça hein, la morale du truc, hein, faut pas se cacher. Hein, c'est-à-dire que on a bien rigolé, je vous ai bien eu, mais je vous ai bien eu parce que je vous aime quoi. C'est un peu genre, t'as un peu l'impression que son cancer, qui est la dernière blague, est une espèce de voilà, pour que la blague soit unanimement drôle, il s'est sacrifié pour le cancer et donc du coup il y a un truc de sacrifice quoi dans sa vie qui est vachement touchant quoi. Et qui est aussi en rapport moi, avec un truc qui me touche vachement par rapport à l'humour, pour revenir à ton sujet, c'est que quand même dans chaque personne qui fait une blague, et dans chaque humoriste, dans chaque vanneur, je vois le courage que ça demande aussi, c'est-à-dire je vois qu'une vanne, c'est te laisser à la merci du rire des gens, que potentiellement tu vas te ramasser et que tu vas exister que pour eux. Les gens. C'est aussi pour ça que moi j'ai arrêté de faire que des vannes et de faire que des comédies. Parce que c'est complètement sadomaso quand même. C'est-à-dire quand tu réfléchis au truc, moi je me suis vu à des soirées ou quoi, même pire que ça, je me suis vu sur des conversations Messenger ne pas dormir ensuite parce que les gens n'avaient pas rigolé à une blague que j'avais faite. Parce que tu n'es dépend, enfin j'invente rien, mais tu n'es dépend que des autres. En fait, t'es vraiment à leur merci. T'es toujours sur scène, quoi. Ouais, voilà. Et il y a un truc qui est vachement touchant par rapport à Kaufman et à Carré, en fait. C'est-à-dire que c'est des mecs qui en avaient vraiment conscience, mais qui étaient tellement kamikazes, qui sont allés tellement loin là-dedans, qu'ils ont fait de leur vie une œuvre, quoi, vraiment. On peut dire ce qu'on peut dire, mais là, c'est des artistes. On dit artiste total, souvent mal à propos, mais là, oui, c'est vraiment des artistes totaux, quoi. Toto, comme moi. Ouais. Et dernière question. Oh, c'est la plus dure. Qui va faire écho avec Andy Kaufman, avec le spleen, avec la totale. La création baudelairienne constitue une tentative, souvent désespérée, de répondre à l'accablement de la vie en édifiant un univers idéal. Pour conclure donc sur un vent d'optimisme, de quoi se constitue pour toi ton univers idéal? T'as le droit de dire que c'est la Mayenne. Écoute, ce serait pas si faux que ça, hein, tu sais. Non, mais c'est une connerie, mais c'est pas con. Ce serait pas si faux que ça. Je sais pas comment te répondre là-dessus parce que j'aurais envie de te répondre pragmatiquement en termes de confort de vie. Je vais te répondre d'abord là-dessus et puis après plus dans la pensée platonicienne. En confort de vie, honnêtement, moi la moyenne ça me va. Je sais que c'est pas forcément un calcul professionnel très intelligent de ma part, mais après tout, je trouve qu'il y a des très bonnes raisons de vivre ici, par exemple. Il y a des très bonnes raisons de s'inscrire dans un cadre de vie où déjà on a de la place pour exister, où on est quand même, il faut dire les choses, on est quand même beaucoup plus à l'abri du capitalisme acharné, on est beaucoup plus à l'abri des autres. Il y a aussi ça en campagne, c'est-à-dire qu'on voit les autres quand on veut. En ville, on voit pas forcément les autres quand on veut. Donc on en vient à les subir quelquefois. Et donc, en termes de cadre de vie, avoir mon espace à moi, une chambre à moi, comme dirait Virginia Woolf, évidemment que c'est quelque chose qui me plaît parce que j'ai besoin de cet espace-là moi aussi pour créer. Mais qu'en même temps, je sais bien que professionnellement, ça sera pas tout le temps viable et que je serai obligé de... Mais idéalement, si tu veux, mon cadre de vie idéal pour te répondre, ça serait l'industrie du cinéma et de la série en Mayenne. Mais le problème, c'est que je les connais, les gens de l'art du spectacle, ils ramèneraient tout leur bordel avec eux. Mais en gros, s'il y avait... Non, mais blague à part, c'est vrai que là, moi, je participe à une aventure avec des gens que tu connais pour essayer de changer ça, de faire qu'il y ait quand même des films qui se font en Mayenne et que ça bouge un peu quand même, et pour que les gens qui veulent rester en Mayenne et faire des films puissent rester ici. C'est quand même un des sujets majeurs aussi de ce qui s'est passé par rapport au coronavirus, c'est que normalement, si on en croit les gens... les experts, entre guillemets, il va y avoir quand même un exode des rurales. Donc, normalement, il devrait y avoir même si c'est des industries qui ne vont pas de soi en campagne, mais il devrait y avoir quand même une part de l'art du spectacle qui arriverait un petit peu en campagne, on l'espère. Bon, ça c'est vraiment pragmatique. On va dire, avoir de l'espace, manger à ma faim, c'est déjà bien. Et pouvoir évidemment créer, c'est tout ce que je demande. Être en bonne santé, voilà, des choses qui ne sont pas propres à ma personne. Après, dans un cadre plus politique, mais en même temps philosophique, je pense qu'il y a deux choses
je sais pas si elles ont à voir entre elles. Je pense il y a quand même, par rapport quand même à la destruction du... Bon, ça n'a rien à voir de ce qu'on a pu dire avant, mais un monde idéal, c'est quand même un monde dans lequel l'entreprise de destruction du vivant serait quand même atténuée, et dans lequel les grandes entreprises seraient quand même mis devant leurs responsabilités par rapport à ça. Hein, je dis pas ça parce qu'on est en Mayenne et que Lactalis pollue tranquillement des rivières sans être inquiété par les politiques qu'ils ont en partie financées. Je dis surtout pas ça pour ça. Hein. Ne croyez surtout pas que j'ai dit ça pour dire ça. Voilà, je crois vraiment que ça c'est quand même bon. J'invente rien non plus là-dessus. C'est un des enjeux majeurs. On peut pas continuer. Je crois que si on a un intérêt commun là-dedans dans toute cette histoire, c'est quand même. S'il y a bien un intérêt commun au-delà des classes, c'est quand même d'arrêter de détruire tout. Hein. Notre survie, quoi. Notre survie. Je pense que l'intérêt commun, c'est notre survie. Donc un monde idéal, c'est un monde dans lequel on survit. C'est un monde dans lequel on n'est pas obligé de voir des gens mourir à cause du réchauffement climatique, parce que c'est quand même... Là, on a quand même vu... je suis toujours surpris de ça, du fait qu'on s'accommode très facilement de ça, mais en même temps, la vie nous demande de nous accommoder. On a quand même vu 100 000 personnes mourir en France du coronavirus pour quand même quelque chose qui vient d'une destruction du vivant, hein. On va pas... En tout cas, d'une partie de la nature en Chine. Je pense qu'un monde idéal, c'est quand même un monde dans lequel on évite que le réchauffement climatique, la montée des eaux, tout ça crée encore plus de drames. Donc ça, c'est vraiment pour la partie... Et puis, quand même, pour finir sur une note légère, bon, c'est quand même un monde dans lequel la légèreté est reine, donc je pense que ton podcast œuvre à ça pour que, en tout cas, non pas rire de tout, mais faire que on voit dans chaque chose une raison de rire. Un grand merci à Alexis Bessin. Si jamais son scénario ne sort jamais d'un tiroir, nous lui souhaitons au pire de devenir un ami de Vincent Bolloré, au mieux d'obtenir le rôle de Miss Météo sur Canal+. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout pour ce long métrage ou plutôt pour cette série en 3 épisodes. Je veux également remercier mon Kassovitz du graphisme Alexandre Delière et mon Alexandre Desplat du son Kevin Loillard. Pour suivre nos actualités en attendant le prochain épisode qui sera diffusé le premier mercredi du mois prochain, suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram, sur lesquels nous serons heureux de lire vos retours et vos suggestions. Pour nous soutenir, vous pouvez noter le podcast sur les plateformes de diffusion. N'hésitez pas non plus à le partager et à en parler autour de vous.